Chapitre 19. De retour en ville, le pantin commença à compter les minutes, une à une, et quand il lui sembla que c'était l'heure, il reprit le chemin du champ des miracles. Pendant qu'il marchait d'un pas alerte, son cœur battait très fort, en faisant tic-tac, tic-tac, comme une grosse horloge. Puis il se mit à courir en pensant: et si, au lieu de 1000 pièces, j'en trouvais sur l'arbre 2000? Et si, au lieu de 2000, j'en trouvais 5000? Et si, au lieu de 5000, j'en trouvais 100 000? Oh, quel beau seigneur je deviendrais! Je voudrais avoir un beau palais, 1000 chevaux de bois et 1000 écuries pour me promener, une chambre pleine de beaux vêtements et de chaussures, et une grande salle avec des bonbons, des tartes, des brioches, des amandes et des gaufrettes à la crème. Tout en rêvant ainsi, il arriva à côté du champ, et il regarda de tous les côtés pour apercevoir un grand arbre avec les branches chargées de grappes de pièces d'or. Mais il ne vit rien. Il avança d'une centaine de pas, et il ne vit rien. Il entra dans le champ et alla jusqu'au petit trou qu'il avait creusé et où il avait enterré ses 4 pièces d'or. Et toujours rien. Alors, oubliant les règles du savoir-vivre et de la politesse, il sortit les mains de ses poches et se gratta longuement la tête. À ce moment, il entendit un grand rire, et en se retournant, il vit sur un arbre un gros perroquet qui se grattait les quelques plumes qu'il avait sur le dos. « Pourquoi ris-tu » demanda Pinocchio avec humeur. « Je ris parce qu'en me grattant, je me suis chatouillé sous les ailes. » Le pantin ne répondit pas. Il alla à la fontaine et remplit d'eau sa chaussure et arrosa encore la terre qui recouvrait ses pièces d'or. Un autre rire, encore plus impertinent que le premier, se fit entendre dans la solitude silencieuse du champ. « On peut savoir, perroquet mal élevé, pourquoi tu ris ?»« Je ris des jobards qui croient toutes les sottises et se laissent piéger par ceux qui sont plus rusés qu'eux. »« Tu parles de moi ?»« Oui, je parle de toi, pauvre Pinocchio, que tu es bien naïf de croire que les pièces peuvent se semer et se récolter dans un champ, comme on sème des haricots ou des citrouilles. Moi, je l'ai cru une fois, et aujourd'hui, j'en porte la punition. Aujourd'hui, mais c'est trop tard. Je sais que pour gagner honnêtement quelques sous, il faut savoir les gagner en travaillant de ses mains ou avec son intelligence. »« Je ne comprends pas, » dit le pantin qui commençait à trembler de peur. « Patience, je m'expliquerai mieux, » ajouta le perroquet. « Il faut que tu saches que pendant que tu étais à la ville, le renard et le chat sont revenus dans le champ. Ils ont pris les pièces que tu avais enterrées, et puis ils sont partis comme le vent. Et celui qui les rejoindra maintenant, il sera fort. » Pinocchio resta la bouche ouverte, et, ne voulant pas croire les paroles du perroquet, il commença à creuser avec ses mains dans la terre qu'il avait arrosée. Il creusait, il creusait, il creusait, et il fit un trou si profond qu'une meule de foin aurait pu y entrer. Mais les pièces n'y étaient plus. Désespéré, il revint dans la ville et alla au tribunal pour dénoncer au juge les 2 malandrins qu'il avait volés. Le juge était un gros singe de la race des gorilles, un vieux singe respectable par son grand âge, par sa barbe blanche et surtout par ses lunettes d'or sans verre qu'il portait continuellement à cause d'un mal aux yeux qui le faisait souffrir depuis des années. Pinocchio, devant le juge, raconta en détail le mauvais tour qu'on lui avait joué. Il dit le nom et donna le signalement de ses voleurs et finit par demander justice. Le juge l'écouta avec bienveillance. Il prenait beaucoup d'intérêt à l'histoire. Il s'attendrit, il compatit, et quand le pantin n'eut plus rien à dire, il allongea la main
et fit sonner sa clochette. Au tintement apparurent 2 gros chiens bouledogues habillés en gendarmes. Alors le juge, montrant Pinocchio aux gendarmes, leur dit: « Ce pauvre diable a été volé de 4 pièces d'or. Attrapez-le et mettez-le en prison. » Le pantin, après avoir entendu cette sentence, se sentit attrapé par la tête et les jambes, resta d'abord interloqué, puis voulut protester. Mais les gendarmes, sans perdre de temps, lui fermèrent la bouche et l'emmenèrent en prison. Et il y resta 4 mois, 4 longs mois, et il y serait resté encore plus s'il ne s'était produit un événement heureux. Parce qu'il faut savoir que le jeune empereur qui régnait dans le royaume des Attrape-Nigauds, ayant remporté une grande victoire sur ses ennemis, ordonna une grande fête publique avec des illuminations, des feux d'artifice, des courses en sac et des courses de vélo. Et en signe de joie, il voulut qu'on ouvre toutes les cellules et qu'on libérât tous les prisonniers. « Si vous sortez de prison, vous autres, » dit Pinocchio au gardien, « je veux sortir moi aussi. »« Toi, non, » répondit le gardien, « tu ne fais pas partie du beau monde. »« Excusez-moi, » répliqua Pinocchio, « mais moi aussi je suis un voleur. »« Dans ce cas, vous avez 1000 fois raison, » dit le gardien en levant son képi respectueusement et, en le saluant, il ouvrit la porte de la prison et le laissa s'échapper. Chapitre 20. Vous pouvez vous imaginer la joie de Pinocchio quand il se sentit libre. Ne cherchant à savoir pourquoi ci et pourquoi ça, il sortit très vite de la ville et reprit le chemin qui devait le conduire à la maison de la fée. À cause du temps pluvieux, la rue était devenue un bourbier et on enfonçait jusqu'à mi-mollet. Mais le pantin n'y faisait pas attention. Tourmenté par le désir de revoir son papa et sa grande sœur, il galopait comme un lévrier. Et pendant qu'il courait, des éclaboussures le salissaient jusque sous son béret. Tout en courant, il se disait: « Que de malheurs me sont tombés dessus! Mais je les mérite, parce que je suis un pantin têtu et désobéissant. Et je veux tout faire comme je veux, sans vouloir écouter ceux qui m'aiment, et ont 1000 fois plus de cervelle que moi. Mais à partir de maintenant, je vais changer de vie et devenir un bon garçon, gentil et obéissant. Jusqu'à aujourd'hui, tous les garçons que j'ai vus, qui étaient désobéissants, recevaient une punition et se repentaient. Et mon pauvre papa, qui m'aura attendu, est-ce que je vais le trouver à la maison de la fée? Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu, ce pauvre homme, qu'il me tarde de le couvrir de caresses et de baisers. Mais est-ce que la fée me pardonnera mes mauvaises actions? Et penser que j'ai reçu d'elle tant d'attention et tant de soins. Et dire que, si aujourd'hui je suis vivant, c'est à elle que je le dois. Mais est-ce qu'on pourrait trouver un enfant plus ingrat et plus sans cœur que moi? Au moment où il se disait ça, il s'arrêta d'un coup et fit 4 pas en arrière. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un gros serpent qui traversait la route. Il avait la peau verte, des yeux de feu et une queue pointue qui fumait comme une cheminée. Impossible d'imaginer la peur du pantin. Il s'éloigna à une bonne distance, s'assit sur un tas de pierres et attendit que le serpent s'en aille à ses affaires et laisse le passage sur la route. Il attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais le serpent était toujours là, et, même de loin, on voyait rougeoyer ses yeux de feu et la colonne de fumée qui sortait de la pointe de sa queue. Alors, Pinocchio, prenant son courage à 2 mains, s'avança de quelques pas et, d'une petite voix toute douce, subtile et insinuante, dit au serpent: « Excusez-moi, monsieur le serpent, mais voudriez-vous me faire le plaisir de vous pousser un peu pour me laisser passer ?» C'est comme s'il s'adressait à un mur, rien ne bougea.
Alors il reprit, de la même petite voix. « Sachez, monsieur le serpent, que je rentre à ma maison pour retrouver mon papa, qui m'attend depuis très longtemps. Est-ce que vous voulez bien que je continue ma route ?» Il attendait une réponse à cette demande, mais la réponse ne venait pas. En effet, le serpent qui, jusqu'ici, semblait alerte et plein de vie, devint immobile et raide comme un morceau de bois. Ses yeux se fermèrent et sa queue s'arrêta de fumer. « Il est peut-être mort !» se dit Pinocchio en se frottant les mains, et, sans attendre, il fit le geste de l'enjamber pour passer de l'autre côté de la route. Mais il n'avait pas fini de lever la jambe que le serpent se leva à l'improviste, et le pantin, épouvanté, fit un saut en arrière, trébucha et tomba par terre. Et précisément, il tomba si mal qu'il resta la tête dans la boue de la rue et les jambes en l'air. En voyant le pantin qui gesticulait, la tête dans la boue et les pieds qui pédalaient en l'air, à une vitesse incroyable, le serpent fut pris d'une crise de fou rire et il riait tellement qu'une veine de sa poitrine se rompit, et cette fois il mourut vraiment. Alors Pinocchio recommença à courir pour arriver à la maison de la fée avant qu'il fasse nuit. Mais en chemin, il ressentit les morsures terribles de la faim. Il sauta dans une vigne pour cueillir quelques grappes de raisin. Il n'avait jamais fait ça. À peine arrivé au premier cep, crac, il se sentit happé aux jambes par 2 morceaux de fer coupants qui lui firent voir 36 chandelles. Le pauvre pantin était pris dans un piège qui avait été posé là par des paysans qui voulaient attraper quelques grosses fouines qui étaient la terreur de tous les poulaillers du voisinage. Chapitre 21. Pinocchio, comme vous pouvez l'imaginer, se mit à pleurer, à crier, à hurler. Mais c'étaient des cris et des plaintes inutiles, car tout autour, il n'y avait aucune maison et il n'y avait âme qui vive. La nuit tomba, un peu à cause de la douleur causée par le piège qui lui mordait les jambes, et un peu à cause de la frayeur de se retrouver seul dans le noir au milieu de ce champ. Le pantin sentait qu'il allait s'évanouir. Quand tout à coup, il vit passer un ver luisant avec une petite lampe sur la tête. Il l'appela et lui dit « Oh, cher petit ver luisant, aurais-tu la gentillesse de me libérer de ce piège ?» « Pauvre enfant !» répondit le ver luisant, s'arrêtant plein de pitié pour le regarder. « Comment as-tu fait pour te faire attraper les jambes par ce piège ?»« Je suis entré dans la vigne pour cueillir une grappe de raisin. »« Mais le raisin était à toi ?»« Non. »« Alors, qui t'a appris à voler ce qui n'est pas à toi ?»« J'avais faim. » « La faim, mon enfant, n'est pas une bonne raison pour voler ce qui ne t'appartient pas. » À ce moment, on entendit un petit bruit de pas qui s'approchait. C'était le propriétaire de la vigne qui venait voir si quelque fouine, qui lui mangeait ses poules chaque nuit, était prise au piège. Et son étonnement fut grand quand, sortant une lanterne de sous sa cape, il vit que c'était un pantin qui avait été pris. « Ah, voleur !» dit le paysan en colère. « C'est toi qui viens voler mes poules ?»« Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi !» cria Pinocchio en sanglotant. « Je suis entré dans la vigne seulement pour cueillir une grappe de raisin. »« Celui qui vole du raisin est tout à fait capable de voler aussi des poules. Laisse-moi te donner une bonne leçon pour t'empêcher de recommencer. » Et, ouvrant le piège, il attrapa le pantin par le collet et l'emmena chez lui, comme s'il avait porté un agneau de lait. Arrivé à la basse-cour devant la maison, il le jeta par terre et, en lui posant un pied sur le cou, il lui dit « Maintenant, c'est tard et je veux aller me coucher. Nous ferons nos comptes demain.
Mais mon chien, qui faisait la garde la nuit, est mort. Alors aujourd'hui, tu feras son travail. Tu me serviras de chien de garde. » Sitôt dit, sitôt fait. Il lui passa autour du cou un gros collier, tout couvert de pointes de fer, et il le serra très fort pour que Pinocchio ne passe pas la tête au travers. Au collier était attachée une longue chaîne de fer qui était fixée au mur. « S'il pleut cette nuit, » dit le paysan, « tu peux aller te coucher dans cette niche où il y a toujours de la paille, et qui a servi de lit pendant 4 ans à mon pauvre chien. Et si par malheur il vient des voleurs, souviens-toi que tu dois écouter tous les bruits et aboyer. » Après ce dernier avertissement, le paysan entra dans sa maison en fermant la porte au verrou. Le pauvre Pinocchio restait enchaîné dans le poulailler, plus mort que vif, à cause du froid, de la faim et de la peur. Enfonçant rageusement ses mains dans le collier qui lui serrait trop le cou, il disait en pleurant: « Me voilà bien, j'ai voulu faire le bon à rien, le vagabond. J'ai suivi les mauvais conseils de méchants compagnons, et le malheur me suit sans répit. Si j'étais resté un bon petit garçon, comme il y en a tant, si j'avais eu la volonté d'étudier et de travailler, je serais resté à la maison avec mon pauvre papa. Et à cette heure, je ne me trouverais pas ici, au milieu des champs, à faire le chien de garde dans le poulailler d'un paysan. Ah, si je pouvais recommencer. Mais maintenant c'est trop tard. Patience. » Après avoir fait cette réflexion qui lui venait du cœur, il entra dans la niche et s'endormit. Chapitre 21. Il y avait déjà plus de 2 heures qu'il dormait paisiblement, quand, vers minuit, il fut réveillé par un murmure d'étranges petites voix qu'il lui semblait entendre dans la basse-cour. Il sortit le bout du nez de la niche, et il vit, réunies comme pour un conseil, 4 petites bêtes au pelage sombre qui lui semblèrent être des chats. Mais ce n'étaient pas des chats, c'étaient des fouines, animaux carnivores, gourmandes, surtout d'œufs et de jeunes poulets. Une de ces fouines, se détachant de ses compagnes, alla jusqu'à la niche et dit à mi-voix: « Bonsoir, Mélampe. »« Je ne m'appelle pas Mélampe, » répondit le pantin. « Alors, qui es-tu? »« Je suis Pinocchio. »« Mais qu'est-ce que tu fais là? »« Je fais le chien de garde. »« Et Mélampe, où est-il? Où est-il, ce pauvre chien qui habitait dans cette niche? »« Il est mort ce matin. »« Mort? Pauvre bête, il était si bon. Mais il me semble que toi aussi, tu es un chien de garde. »« Pardon, je ne suis pas un chien de garde. »« Alors, qui es-tu? »« Je suis un pantin. »« Et pourquoi tu fais le chien de garde? »« Malheureusement, c'est une punition. »« Eh bien moi, je te propose les mêmes arrangements que j'avais avec le défunt Melampo, et tu seras content. »« Et qu'est-ce que ça serait, ces arrangements? » Nous viendrons une fois par semaine, comme d'habitude, pour visiter le poulailler, et nous emporterons 8 poules. Nous en mangerons 7, et la 8e, nous te la donnerons, à condition bien sûr que tu fasses semblant de dormir, et que tu n'aies pas l'idée d'aboyer et de réveiller le paysan. « Mélampo faisait ça? » demanda Pinocchio. « Oui, il faisait ça, et nous avons toujours été bons amis. Donc, dors tranquillement, et sois sûr qu'avant de partir, nous laisserons devant ta niche une belle poule, toute plumée pour ton repas de demain. C'est d'accord? »« Très bien, » répondit Pinocchio, et il secoua la tête comme s'il avait voulu dire: « Nous en reparlerons dans peu de temps. » Quand les 4 fouines se crurent en sécurité, elles filèrent droit sur le poulailler qui était à côté de la niche du chien, et, après avoir ouvert, à coups de dents et de griffes, la porte de bois qui fermait l'entrée, elles se faufilèrent l'une après l'autre. Mais,
À peine étaient-elles entrées qu'elles entendirent la porte se refermer avec une grande violence. C'était Pinocchio qui, non content d'avoir fermé, posa devant la porte pour plus de sécurité une grosse pierre. Puis il se mit à aboyer, et, aboyant comme un chien de garde, il criait « Ouah, ouah, ouah !» En entendant aboyer, le paysan sauta du lit, prit son fusil, et, se mettant à la fenêtre, il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Les voleurs !» dit Pinocchio. « Où sont-ils ?»« Dans le poulailler. »« Je descends tout de suite. » Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le paysan descendit. Il entra dans le poulailler, et, après avoir attrapé et enfermé dans un sac les 4 fouines, il leur dit, tout content, « À la fin, vous êtes tombés entre mes mains. Je pourrais vous punir, mais je ne suis pas si mauvais. Demain, je vous porterai à l'hôtelier du village, qui vous écorchera et vous fera cuire comme un lièvre. C'est un honneur que vous ne méritez pas. Mais les hommes généreux comme moi ne s'embarrassent pas de ces petites choses. » Puis, s'approchant de Pinocchio, il se mit à lui faire 1000 caresses, et entre choses, il lui demanda « Comment as-tu fait pour découvrir le complot de ces 4 voleuses ?» Et dire que Melampo, mon fidèle Melampo, ne s'est jamais aperçu de rien. Le pantin, alors, aurait pu raconter ce qu'il savait. Il aurait pu raconter le pacte honteux qu'avaient passé le chien et les fouines. Mais il se souvint que le chien était mort, et il se dit « À quoi ça sert d'accuser les morts? Les morts sont morts, et la meilleure chose que nous puissions faire est de les laisser en paix. » Quand les fouines sont arrivées, tu dormais ou tu étais éveillé? Lui demanda le paysan. Je dormais, répondit Pinocchio. Mais les fouines m'ont réveillé avec leur bavardage, et une est venue jusqu'à ma niche pour me dire « Si tu me promets de ne pas aboyer et de ne pas réveiller le patron, nous te donnerons une belle poularde, toute plumée. » Vous comprenez, avoir le culot de me faire une telle proposition, parce qu'il faut savoir que je suis un pantin et que j'ai tous les défauts du monde, mais je ne serai jamais le complice de gens malhonnêtes. « Brave enfant !» cria le paysan en lui donnant une tape sur l'épaule. « Ces sentiments te font honneur. Pour te prouver ma satisfaction, je te laisse libre de rentrer chez toi. » Et il lui enleva le collier de chien. Chapitre 23. Dès que Pinocchio ne sentit plus le poids de ce collier, dur et humiliant, il s'échappa à travers champs et ne s'arrêta pas un seul instant jusqu'à ce qu'il eût rejoint la grand-route qui devait le mener à la maison de la fée. Arrivé sur la grand-route, il regarda partout, tout autour de lui. Il vit le bois, où il avait malheureusement rencontré le renard et le chat. Il vit au milieu des arbres pointer la cime du grand chêne, où il avait été pendu. Mais il eut beau regarder de tous les côtés, il ne vit nulle part la petite maison de la belle jeune fille aux cheveux bleus. Alors, il eut comme une sorte de triste pressentiment, et, courant de toutes les forces qui lui restaient, il arriva en quelques minutes dans le pré où il avait déjà vu la petite maison blanche. Mais la petite maison blanche n'y était plus. À la place, il y avait une plaque de marbre sur laquelle on pouvait lire, en lettres capitales, ces mots. Si J, la fée aux cheveux bleus, morte de chagrin d'avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Je vous laisse imaginer comment resta le pantin quand il eut compris le sens de ces mots. Il tomba à terre et couvrit de 1000 baisers cette plaque de marbre. Il se mit à pleurer. Il pleura toute la nuit, et quand le matin se leva, il pleurait toujours, tant et si bien que ses yeux n'avaient plus de larmes. Et ses cris et ses gémissements étaient si forts que toutes les collines du voisinage en répétaient l'écho. Et, tout en pleurant, il disait
Oh, ma belle petite fée, pourquoi es-tu morte? Pourquoi moi, au contraire, je ne suis pas mort? Moi qui suis si méchant, si mauvais, alors que toi, tu étais si douce, si bonne. Et mon papa, où est-il maintenant? Oh, ma chère petite fée, dis-moi où je pourrais le trouver. Je veux rester avec lui, toujours, toujours. Je ne le quitterai plus jamais. Oh, ma petite fée chérie, dis-moi que ce n'est pas vrai que tu sois morte. Si tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, ressuscite, reviens vite comme avant. Tu n'es pas malheureuse de me voir seule et abandonnée de tout le monde? Si les assassins arrivent, ils me pendront encore à l'arbre, et alors je mourrai pour toujours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tout seul dans ce monde, maintenant que j'ai perdu mon papa? Qui me donnera à manger? Où irai-je la nuit? Qui me fera des vêtements? Oh, il vaudrait mieux, 100 fois mieux, que je meure moi aussi. Oui, je veux mourir. Pendant qu'il se désespérait de cette façon, il fit le geste de s'arracher les cheveux. Mais comme ses cheveux étaient en bois, il ne pouvait même pas fourrer ses mains dedans. À ce moment-là, passa une grande colombe aux ailes étendues, qui, s'arrêtant, lui cria d'une grande distance: « Dis-moi, mon petit, que fais-tu là? »« Tu ne le vois pas, je pleure, » dit Pinocchio, levant la tête vers cette voix en s'essuyant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi, » ajouta la colombe, « tu ne connaîtrais pas, par hasard, un pantin qui s'appelle Pinocchio? »« Pinocchio? Tu as dit Pinocchio? » répondit le pantin en sautant sur ses pieds. « Pinocchio, c'est moi !» La colombe, en entendant cela, s'approcha d'un grand coup d'aile et se posa par terre. Elle était plus grosse qu'un dindon. « Tu ne connaîtrais pas aussi Geppetto? » demanda-t-elle au pantin. « Si je le connais, c'est mon pauvre papa. Est-ce qu'il t'a parlé de moi? Est-ce que tu peux me conduire jusqu'à lui? Réponds-moi, par pitié, est-ce qu'il est toujours vivant? » « Je l'ai laissé il y a 3 jours sur la plage. » « Et qu'est-ce qu'il faisait? » « Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. Ce pauvre homme, depuis plus de 4 mois, courait par le monde à ta recherche. Et comme il ne te trouvait pas, il s'était décidé à te chercher dans les pays les plus lointains du Nouveau Monde. »« Il y a combien d'ici à la plage? » demanda Pinocchio, haletant d'anxiété. « Plus de 1000 kilomètres. »« 1000 kilomètres? Oh, ma belle colombe, que je serais heureux d'avoir des ailes comme toi. Si tu veux venir, je te porterai. »« Comment? » ?»« À cheval sur mon dos. Tu es lourd? » »« Lourd? Pas du tout, je suis léger comme une plume. » Et, sans perdre plus de temps, Pinocchio sauta sur le dos de la colombe en mettant une jambe de chaque côté, comme les cavaliers, et il criait tout content: « Galope, galope, mon petit cheval, je veux arriver très vite. » La colombe s'envola, et en quelques minutes, elle volait si haut qu'elle touchait presque les nuages. Arrivé à une certaine hauteur, le pantin eut la curiosité de regarder en bas. Mais il fut pris de tant de vertige et d'une telle peur qu'il entoura de toutes ses forces le cou de sa monture. Ils volèrent toute la journée. Quand le soir tomba, la colombe dit: « J'ai très soif. »« Et moi, j'ai très faim, » ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous dans ce colombier quelques minutes, puis nous reprendrons notre voyage pour être sur la plage demain à l'aube. » Ils entrèrent dans un colombier vide où il y avait seulement une cuvette d'eau et une corbeille remplie de pois. Le pantin, toute sa vie, avait détesté les pois. Il disait qu'ils lui faisaient mal à l'estomac et lui donnaient envie de vomir. Mais ce soir-là, il mangea même l'écosse. Et quand il eut fini, il se tourna vers la colombe et lui dit: « Je n'aurais jamais cru que les pois soient si bons. »« Il faut que tu saches, mon enfant,
dit la colombe, que quand on a faim et qu'il n'y a rien d'autre à manger. Même les pois deviennent excellents. La faim ne connaît pas les caprices ni les dégoûts. Après avoir fait un petit somme, ils se remirent en voyage et hop là, le lendemain matin, ils arrivèrent sur la plage. La colombe posa Pinocchio par terre, et ne voulant même pas être remerciée de sa bonne action, elle reprit tout de suite son envol et disparut. La plage était pleine de gens qui hurlaient et gesticulaient en regardant la mer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pinocchio à une voisine. « C'est un pauvre père qui avait perdu son fils. Il a voulu monter dans une petite barque pour aller le chercher, mais aujourd'hui la mer est mauvaise et la petite barque est sur le point de chavirer. »« Où est-elle, cette barque ?»« La voilà, là-bas, en direction de Mondois, » dit la voisine en montrant une barque qui, vue à cette distance, n'était pas plus grande qu'une coquille de noix, et dedans on voyait un homme tout petit, minuscule. Pinocchio chercha des yeux la barque de tous les côtés, et après avoir regardé attentivement, il hurla et cria « C'est mon papa! C'est mon papa !» La barque, battue par les vents furieux et les vagues déchaînées, tourbillonnait et dansait comme si elle allait s'engloutir. Pinocchio, monté sur le plus haut rocher, n'en finissait pas d'appeler son papa et de lui faire des signes avec les mains, avec son nez, et même avec son béret qu'il avait enlevé et qu'il agitait de toutes ses forces. Il lui sembla que Geppetto, bien qu'il fût très loin de la plage, reconnut son fils parce qu'il enleva sa casquette et, à force de gestes, lui fit comprendre qu'il serait bien revenu en arrière, mais que la mer était si mauvaise qu'il ne pouvait même pas ramer pour retourner sur la plage. Tout d'un coup, arriva une vague terrible et la barque disparut. Ils attendirent que la barque refasse surface, mais on ne la voyait plus. « Pauvre homme !» dirent alors les pêcheurs qui étaient réunis sur la plage, et, marmonnant entre leurs dents une prière, ils rentrèrent chez eux. Tout à coup, ils entendirent un hurlement désespéré, et, se retournant, ils virent un petit pantin qui se jetait dans la mer en criant « Je veux sauver mon papa !» Pinocchio, qui était en bois, flottait facilement et nageait comme un poisson. Tantôt il se voyait sous l'eau, porté par la violence des flots, tantôt une jambe ou un bras réapparaissait à une grande distance de la plage. À la fin, ils le perdirent de vue et ne le virent plus. « Pauvre garçon !» dirent alors les pêcheurs qui étaient groupés sur la plage, et, en murmurant encore une prière, ils rentrèrent chez eux.